Bonsoir à tous. Alors ce soir je voudrais vous parler de mon concept du bétail humain, ce que j'appelle le bétail humain, c'est-à-dire le système qui perdure depuis le démillénaire. Donc comme d'habitude c'est uniquement mon opinion, que je tire de réflexion et de constatation, donc ça n'engage que moi. Donc pour commencer, en fait je voudrais dire que l'idée qu'on a, en fait l'idée reçue, comme quoi les gouvernements ont été inventés par le peuple pour vivre dans une meilleure sécurité, avec une meilleure qualité de vie, en fait, est complètement fausse. C'est une idée reçue. Ce n'est pas le peuple qui a décidé d'avoir des dirigeants pour être managés, en fait. Ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, c'est l'histoire qu'on nous inculque depuis petit, puisque déjà dans le système scolaire au Moyen-Âge, on apprenait aux enfants que Dieu, dans son infinie bonté, avait créé la classe des seigneurs qui étaient sur terre pour adorer Dieu, et dans son infinie bonté aussi avait créé la classe des paysans et des serfs qui étaient là pour adorer les seigneurs. Donc dès le Moyen-Âge, déjà à l'école, c'est ce qu'on inculquait aux enfants, donc c'était bien dans un but. Mais en fait, si on revient au temps des tribus, donc il y a des milliers d'années, au temps des tribus, un homme ne pouvait produire que ce qu'il pouvait consommer, en fait, ne produisait que ce qu'il pouvait consommer. Parce que de toute façon, la technologie, les outils qu'il utilisait, ne lui permettaient pas de produire plus. Donc il pouvait produire uniquement ce qu'il allait consommer. Donc, et quand il possédait une vache, les outils qu'il avait à sa disposition ne pouvaient pas lui permettre de produire plus avec cette vache que ce que lui allait consommer. Donc il n'y avait aucun avantage à posséder deux vaches, puisque ces outils ne lui auraient pas permis d'en profiter. Et surtout, il n'y avait aucun avantage de posséder un esclave ou un homme qui travaille pour lui, puisque, je le répète encore une fois, les outils dont il disposait ne lui permettaient pas de produire plus que ce qu'il pouvait consommer. Donc ça n'aurait rimé à rien d'avoir une dizaine d'esclaves, puisque ce que les esclaves auraient produit, c'est uniquement ce qu'ils auraient pu consommer eux pour rester en vie. Donc voilà. Et puis, il y a eu des progrès dans la technologie par rapport aux outils. Ils se sont fabriqués de meilleurs outils. Et avec ces progrès, ils ont réussi à produire un peu plus que ce dont ils avaient besoin sur le moment. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir un excédent dans la production. Et c'est à partir de là que l'idée a germé dans l'esprit de certains de ces hommes, puisque on en revient toujours à la spiritualité. Donc il y a la cupidité qui a fait irruption dans l'esprit de certains de ces hommes. Et là, le fait qu'un homme, avec des nouveaux outils, puisse produire plus que ce qu'il consomme, c'est-à-dire avoir un excédent, ça devenait très avantageux de posséder plusieurs esclaves, d'avoir des esclaves, ou ça devenait plus avantageux d'avoir plusieurs vaches, puisqu'on pouvait avoir un excédent. Et ainsi, en possédant plusieurs vaches dans un troupeau, ou alors en possédant des esclaves, on pouvait rafler tout l'excédent en laissant uniquement aux esclaves ce dont ils avaient besoin pour rester en vie. Et en fait, avec le progrès dans la technologie et la production d'excès dans les récoltes, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on peut très bien voir que les premiers gouvernements, les premiers empires, tout ça il y a des milliers d'années, comme les provinces de Chine, l'Égypte, tout ça, en fait, ne sont simplement que des endroits où une classe dirigeante de chasseurs d'esclaves possédait simplement des esclaves, rafler tout l'excédent de la récolte et leur laisser uniquement de quoi vivre. Si on regarde la politique de ces gouvernements ou de ces empires à l'époque, vous regardez les Égyptiens, il n'y a personne qui est libre, mis à part la cour, le pharaon et son entourage. Personne n'est libre. Tout le monde est une propriété de la caste dirigeante. Donc tout le monde travaille
pour que le produit de son labeur aille à la classe dirigeante sous forme d'impôts divers, tout ça. Et donc ces esclaves n'ont après à leur disposition que le strict minimum pour rester en vie. C'est le système qui a perduré pendant des milliers d'années. Vous voyez au Moyen-Âge par exemple, au Moyen-Âge on fonctionnait exactement comme ça dans tous les pays d'Europe. Les serfs appartenaient aux seigneurs. Et d'ailleurs, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, les guerres pour obtenir des territoires ou des régions, c'était certainement pas pour la beauté de la région, c'était simplement pour s'approprier la matière première humaine qu'il y avait dans cette région et les faire travailler pour soi-même. Donc d'où les conflits, les pays qui se déchirent, les régions, et surtout d'où aussi les colonisations, puisque quand on envahit un pays, qu'est-ce qu'on fait en fait? Bien, on met en esclavage les gens de ce pays. Une colonie, c'est ça, c'est mettre en esclavage les gens d'un pays en leur prenant toutes les ressources et en les faisant esclaves, tout simplement. Donc ce système, depuis les premiers progrès dans les outils utilisés dans l'agriculture qui ont amené à un excédent de production, ce qui a permis du bénéfice et qui a permis à certains de voir beaucoup plus loin et de voir qu'ils pouvaient posséder des esclaves et garder toutes les richesses, ce système a perduré, d'esclavage a perduré pendant des milliers d'années. D'ailleurs, en l'an 1000, à peu près c'est au XIe siècle, en Europe, il y a encore des petits progrès qui sont faits dans l'agriculture. Et donc, avec plus de progrès, l'excédent dans la production continue à grossir. Et si bien qu'on voit au XIe siècle le début de la classe des bourgeois apparaître, c'est-à-dire que l'excédent dans la production devient assez gros pour qu'entre le seigneur qui pille tout et les serfs, il y ait une caste au milieu qui vienne s'imbriquer en intermédiaire aussi, et qui commence à prendre naissance avec les marchands, et qui pouvaient eux vivre à l'intérieur de la cité. À la base, je crois que étymologiquement, bourgeois, ça veut dire à l'intérieur du bourg, donc à l'intérieur de la cité. Mais donc ces progrès au XIe siècle amènent encore plus d'excédents. Mais les progrès qui ont amené le plus d'excédents, c'est ceux faits au XVIe et XVIIe siècle. Là, il y a vraiment eu des gros progrès dans la technologie et les méthodes agricoles qui ont fait que l'excédent dans la production carrément a été multiplié par 10 par rapport à ce qui se faisait avant. Et d'ailleurs, c'est cet excédent de production vraiment énorme qui a lieu au XVIe, au XVIIe siècle, qui pose les bases de ce qui va être après la révolution industrielle. Donc à partir du XIXe et la naissance de ce qu'on appelle maintenant le capitalisme d'État au XIXe siècle. Donc à ce XVIe et ce XVIIe siècle, les progrès sont tels que l'excédent dans la production, comme je vous le disais, est multiplié par 10. Donc, il y a ce début de révolution industrielle qui va jusqu'au 19e pour vraiment l'explosion et ce qu'on appelle le début du capitalisme d'État. Et là, les gens, le bétail humain commence à avoir un peu plus de qualité de vie, un peu plus d'avantages, et il commence à migrer vers les villes, surtout au 18e et 19e, et à gonfler les villes, parce qu'avec la technologie, on s'approche de l'industrie, donc d'une nouvelle classe de travailleurs, donc de bétail humain, ce qu'on appelle les ouvriers industriels, donc, qui sont venus gonfler les villes, avec comme je vous le disais, une qualité de vie un peu meilleure qu'à la campagne, quelques avantages, tout ça. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que ces avantages, ces améliorations dans la qualité de vie, ne sont certainement pas dus au fait que les fermiers humains, les dirigeants, aient décidé un jour ou l'autre de donner la liberté au bétail. Pas du tout. C'est qu'en fait, ils se sont rendu compte d'un truc qui est complètement humain, c'est que de passer de la condition d'esclave ou de bétail humain comme un esclave à bétail en semi-liberté,
Eh bien, chez le bétail humain, donc chez les ouvriers, ça produisait un truc extraordinaire pour eux, c'est que les gens ayant une illusion de liberté, eh bien, produisaient encore plus et dans la joie et l'allégresse. Donc en fait, ces améliorations de la vie quotidienne du bétail humain, donc des ouvriers, qui ont été permises par les dirigeants, sont en fait le fruit de cette constatation, c'est tout. Le bétail ayant l'illusion de liberté produit encore plus. Et d'ailleurs, c'est exactement pareil pour le bétail, on va dire. Quand à une certaine époque les vaches étaient enfermées dans des boxes très serrés, ce qui se passait, c'est que certaines devenaient complètement folles, se cognaient la tête de tous les côtés, se blessaient, et donc ça coûtait de l'argent. Ça coûtait de l'argent de les soigner, tout ça, et les fermiers, les agriculteurs se sont rendus compte qu'en laissant simplement 20 cm de chaque côté du box, la vache avait une impression de liberté, et cette illusion de possibilité de mouvement suffisait à la rendre non dépressive et la faisait produire encore plus sans qu'il y ait aucun incident. Donc c'est exactement la même chose qui est appliquée au bétail humain, donc aux esclaves, à partir du 19e siècle, on va dire. Aussi, ce système de bétail humain ou de personnes en esclavage depuis des milliers d'années, il a très bien marché dès le départ, parce que la classe dirigeante s'est rendue compte que ce que ça coûtait de chasser des esclaves, de les capturer, de les domestiquer, et de les loger et de les entretenir, c'était vraiment infime par rapport à ce que ça pouvait rapporter de les faire travailler. C'est pour ça que ce système a toujours extrêmement bien marché. Et donc, depuis des millénaires, donc jusqu'au 19e siècle, le système était simple. La classe dirigeante, on va dire les fermiers humains, raflaient tout l'excédent de la récolte en laissant uniquement de quoi survivre à leurs propriétés, donc aux esclaves, distribuer un peu de ces gains à la classe qu'on va appeler la classe brutale, c'est-à-dire la police, la loi, et distribuer une autre partie de ces gains à la classe de la propagande, qui sont toujours les prêtres, les intellectuels et les artistes. Donc ça marchait comme ça pendant des milliers d'années, jusqu'au 19e siècle, donc, où ils ont donné un peu plus de liberté, et avec les débuts ce qu'on appelle le capitalisme d'État. Donc ils ont donné un peu plus de liberté pour que les gens aient l'illusion d'être libres. Donc en fait, le 19e, on peut appeler ça le début de l'élevage en liberté, comme les élevages en liberté, ou au contraire de l'élevage en batterie. Alors, quand on est dans ce système d'élevage, de bétail humain, que les gens ont un peu plus de liberté, un peu plus de moyens, un peu plus de qualité de vie, un peu plus de possession matérielle, il reste un challenge, il reste un problème. C'est de faire garder au bétail l'enthousiasme dans le travail. C'est-à-dire de les faire continuer à travailler et toujours plus. Parce que l'être humain étant ce qu'il est, une fois qu'il commence à avoir un certain confort de vie, un certain confort matériel, pas de soucis, pas de problème, je ne vois pas pourquoi il voudrait travailler encore plus que ce qui est nécessaire. Et ça c'est un problème. Donc il faut, comme le capitalisme d'État s'est basé aussi sur l'enthousiasme des entrepreneurs et de l'entreprise, il faut maintenir justement cet enthousiasme au travail et les faire pédaler encore plus vite pour faire grossir encore plus les bénéfices. Alors ça c'est un challenge. Alors, pour ça, bien entendu, il y a la propagande, il y a les taxes, les impôts qui se multiplient, comme au Moyen-Âge. Comme au Moyen-Âge, quand les seigneurs décidaient d'entreprendre telle ou telle campagne, tel truc, tout ça, ou de se faire un château, tout ça, qu'ils n'avaient pas l'argent, eh bien, ils inventaient un nouvel impôt. Donc là, c'est pareil, en augmentant les taxes, les impôts, la dette d'État, en élevant les standards de vie, en boostant la société de consommation, c'est-à-dire en faisant bien comprendre aux gens que là ils possèdent ça,
ils sont heureux, mais ils pourraient être encore plus heureux en possédant ça, et ça, et ça, en élevant les standards de vie. Les gens commencent comment dire, à paniquer, à se rendre compte qu'ils sont peut-être l'objet d'une certaine machination, ils commencent à réfléchir, ils commencent à être dépressifs, et là, il y a un souci. Et là, il y a un souci. Donc, la solution, c'est encore plus de propagande. Alors, encore plus de propagande sous toutes les formes. C'est-à-dire, ça va aussi bien d'un point de vue médical, on va dire, de la propagande pour les antidépresseurs, parce que ça, c'est consommation mondiale, c'est quand même un critère. Il y a des campagnes de moralisation, il y a surtout des nouvelles peurs inculquées, il y a surtout des nouveaux ennemis, des nouveaux dangers, tout ce genre de choses pour que le bétail soit stressé et pédale encore plus vite. Pédale encore plus vite puisque, comme je vous l'avais dit auparavant, déjà depuis le Moyen-Âge, on expliquait aux serfs que Dieu, dans son infinie bonté, les avait fait pour adorer les seigneurs, et les seigneurs pour adorer Dieu. Donc cette chose qui est inculquée depuis des centaines d'années vient s'ajouter aussi à tous nos programmes d'histoire qu'on a à l'école, où depuis petit on ne cesse de voir dans l'histoire de nos royaumes, et ça dans tous les pays avec leur histoire, leur propre histoire, on ne cesse de voir en fait des conflits qui sont réglés par le roi, le gouvernement, des héros nationaux, des dangers qui sont annulés par le roi, le gouvernement, des héros nationaux. En fait, on cesse de nous apprendre que depuis l'aube des temps, nous avons été toujours sauvés et protégés par nos maîtres. Ça, c'est très important, parce que ça fait des siècles et des siècles que depuis nos ancêtres jusqu'à nous, nous sommes éduqués comme ça. Nous avons été toujours sauvés du danger de l'autre par nos maîtres. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, en ce qui concerne justement le fait de booster la production et le challenge, c'est simplement avec ces solutions-là, les taxes, les impôts, le standard de vie qui s'élève, de nouvelles peurs, de nouveaux dangers, tout ce genre de choses, qui fait que les gens travaillent encore plus pour, soi-disant, se sauver en amassant encore plus. C'est une histoire sans fin. D'ailleurs, puisqu'on parle de propagande, on peut parler de l'éducation. L'éducation qu'on reçoit depuis qu'on est enfant. Alors l'éducation, ou plutôt leur éducation, c'est-à-dire l'éducation qu'ils veulent pour nous. Donc, en fait, dès la petite école, à partir du moment où l'enfant rentre à l'école, il est rentré dans le processus. Je me rappelle une amie à moi qui était prof de peinture pour des tout petits. Elle me disait que jusqu'à 3 ans, tant qu'ils n'étaient pas à l'école, ils avaient une imagination sans limite dans les dessins. À partir du moment où ils avaient la première année de scolarisation, il fallait diviser l'imagination par 3. Alors ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors en fait, pour moi, un enfant qui rentre à l'école, c'est comme un matériau brut qui rentre à l'usine. Pendant toutes ces années d'école, il va être usiné, pendant ses études, usiné et formaté pour la fonction à laquelle il est destiné. C'est-à-dire que dans ce genre de système, le système n'en a rien à foutre que vous soyez un individu à part entière, que vous soyez Jean-Paul Dupont, il n'en a rien à foutre. Ce qui l'intéresse, c'est Jean-Paul Dupont, l'ouvrier, le médecin, le garagiste, c'est tout. Donc, enfant entré à l'école comme le matériau brut qui rentre à l'usine et qui se fait usiner pendant toutes les années d'études pour devenir une pièce de rechange pour la machine du système. C'est tout ce qui les intéresse. D'ailleurs, on
on nous inculque très tôt une notion absolument abjecte, c'est la notion de réussir sa vie. Alors réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, réussir sa vie, c'est réussir la vie que le système a décidé pour toi. Ça, c'est réussir sa vie. Mais qui dit réussir sa vie, avec cette notion qu'on nous inculque, qui dit réussir sa vie, dit la peur de la rater. Et ça, la peur, on le verra plus tard, c'est vraiment le moteur depuis le départ. D'ailleurs, quand on voit au Moyen-Âge, le trois quarts des gens vont à l'église pas par amour de Dieu, mais par peur du diable. Donc c'est vraiment la peur, c'est vraiment le moteur. Et donc avec cette notion de réussir sa vie, et donc la peur de la rater, ça c'est vraiment terrible, parce qu'il y a une culpabilisation qui s'installe, qui va être vraiment un moteur tout le long de la vie. Donc en opposition à réussir sa vie, qui est réussir la vie que le système veut pour toi, il y a rater sa vie. En fait, simplement, rater sa vie, si on analyse, pour le système, ça veut dire désobéir. Désobéir. Donc quand on te met en garde et qu'on te dit attention, tu vas rater ta vie, c'est que tu es en train de désobéir, en fait. Mais cette notion de réussir sa vie est assez terrible et dévastatrice, parce qu'elle rentre une notion de culpabilité, une peur, une pression permanente chez tous les individus, et qui en fait, bon, réussir sa vie veut dire simplement avoir un métier assez rémunéré qui permette d'obtenir des crédits pour pouvoir consommer et être tenu par les couilles jusqu'à la fin. Ça, c'est réussir sa vie. Voilà. Et c'est une notion qu'on voit de tous les côtés, qui ne prend pas du tout en compte votre nature, votre caractère et vos aptitudes. Ça, il y en a absolument rien à foutre. Et c'est notre système scolaire. Notre système scolaire qui est là aussi pour annuler toute velléité ou volonté d'initiative. Tout est formaté pour que nous soyons tous dans le même moule et dirigés dans le même entonnoir, en fait. Voilà. Bien sûr, les dirigeants, les hauts dirigeants, je parle pas les sbires qu'on a autour, mais ceux qu'on ne connaît même pas, leurs enfants ne reçoivent pas la même éducation. Ça, c'est certain. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Là, ils sont dans d'autres écoles, ils ont d'autres valeurs, si j'ose dire, s'ils ont des valeurs, d'autres critères, ça c'est sûr. Donc ceux-là, on ne les a jamais côtoyés. Mais il est évident qu'ils ne reçoivent absolument pas la même vision du monde que ce que nous recevons, nous, en allant à l'école. D'ailleurs, pour eux, pour cette caste vraiment haute, nous sommes vraiment du bétail. C'est pour ça que j'appelle ça le bétail humain. Nous n'existons pas autrement qu'en tant que bétail humain. D'ailleurs, vous avez certainement, déjà une fois dans votre vie, en roulant en montagne, tout ça, croisé un troupeau de moutons sur le côté de la route ou sur le flanc de la montagne. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, en passant à côté de ce troupeau de moutons, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si parmi eux, lequel avait des projets, lequel était amoureux, lequel avait bien mangé à midi, lequel était malade, lequel était dépressif? Non, vous vous en foutez complètement. Pourtant, d'un point de vue symbolique, nous dépendons d'eux, puisque nous les mangeons, c'est la nourriture, le lait, le fromage, tout ça. Donc, eh bien, la façon dont ils nous voient, nous, c'est exactement ça. Exactement comme ça. Je veux dire, nous n'existons pas. Nous en avons des preuves chaque jour. Je me souviens même d'une espèce d'élu politique, là, je ne sais plus, ou une élue, qui ne savait même pas combien pouvait coûter un ticket de métro. À l'époque, ça avait fait une anecdote, ça fait rire les gens, puisqu'on les a habitués à être cons, et à être fiers d'être cons. Mais ça en dit long. Ça en dit long. Ils savent même, je veux dire, ils ne savent absolument pas comment on s'en sort, ce qu'on doit payer, tout ça, et ils n'en ont rien à foutre. Au même titre que quand nous passons en montagne et nous voyons un troupeau de moutons. Je veux dire, tu t'es déjà posé une question, toi, sur... Donc, ben voilà, eux, c'est exactement la même chose. Donc, tout ça pour dire que l'éducation que nous avons reçue, nous, et l'éducation des élites, n'a absolument rien à voir.
à la limite, ils ne nous voient même pas avec méchanceté, ils ne nous voient pas. Nous sommes simplement des outils de production qui leur permettent de vivre à leur niveau de vie, au même titre qu'avant les seigneurs vivaient bien sur le dos de ceux qui travaillaient, en leur laissant simplement de quoi vivre. La seule différence avec l'esclavage d'antan, comme je vous ai parlé au début, et l'esclavagisme moderne de maintenant, c'est simplement qu'ils se sont rendus compte qu'en donnant l'illusion de liberté ou de choix, comme les élections, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, eh bien le bétail redoublait d'enthousiasme et pédalait encore plus, et produisait encore plus, et il n'y avait aucun souci de ce côté-là. D'ailleurs, bon, tout ce qui est le socialisme, communisme, capitalisme d'État, démocratie, enfin leur version de la démocratie, tout ça, ce ne sont que différentes approches dans le management du bétail humain. Alors il y en a qui ont duré plus longtemps que d'autres, il y en a qui se sont écroulés rapidement, comme le communisme, parce que le communisme, justement, il oubliait cette notion de liberté. Mais le capitalisme d'État, ce qu'ils appellent démocratie, mais démocratie, ça n'a jamais existé nulle part, pour l'instant. C'est la meilleure façon. D'ailleurs, la montée de la Chine ces dernières années, la montée de l'Inde, c'est dû à quoi? C'est pas dû à un hasard. Ils ont commencé à distiller certaines libertés et surtout à faire un truc très important en distillant certaines libertés et en arrivant dans cette espèce de capitalisme tordu qu'ils ont en Chine. Il y a des milliardaires qui ont émergé. Et ça, c'est excellent pour le moral du bétail. Parce que le bétail humain, on peut se dire, allez, imaginons que sur 1000, il y ait une personne qui s'en sorte. On pourrait se dire à première vue, merde, le système doit se faire du souci parce qu'il y a une personne qui s'en est sortie. Mais non, la psychologie humaine est faite de telle sorte que une personne sur 1000 qui s'en sort, comme cette personne en Chine lambda qui devient milliardaire d'un coup, en fait, va entretenir la légende et l'enthousiasme chez les 999 autres, qui vont redoubler d'efforts au travail en se racontant la légende de celui qui a réussi et en espérant que peut-être un jour ils réussiront aussi. Donc ils pédalent encore plus vite. Ça, c'est encore le système qui gagne. Ça marche comme ça, de toute façon. Donc, si on regarde le monde, le globe, ou une map monde, ça fait exactement comme quand vous prenez l'avion, et que vous n'êtes pas très haut, avant d'arriver, on voit en bas plein de champs quadrillés de différentes formes, qui sont des exploitations agricoles. Bien en fait, ça ressemble à quoi? Ça ressemble exactement, quand vous regardez le globe, avec toutes les couleurs différentes pour les pays. Ce ne sont que des fermes humaines, avec une classe de dirigeants, et 2 autres castes dont je vais vous parler, qui managent le bétail humain dans les différentes fermes. D'ailleurs, dans les pays dits démocratiques, de temps en temps, on vous propose de changer de manager, ça s'appelle les élections. Mais on ne vous propose pas d'arrêter la ferme, on vous propose de changer le manager. C'est tout. Donc ça, c'est le meilleur cas de figure. Vous pouvez changer la façon dont vous allez être managé. Ça, c'est très important. Voilà. On vous donne l'illusion de liberté. Vous en avez marre de votre pays, vous pouvez le quitter. Bon, alors déjà, pour changer de pays, il y a une tonne de paperasses à faire, des trucs de folie qui peuvent vous décourager. Mais vous en avez la possibilité, donc déjà, vous êtes plus enthousiaste. Et quand bien même vous réussissez, après maintes démarches, à changer de pays, à changer de nationalité, vous êtes tombé dans une autre ferme. Tout simplement. Mais vous ne connaissez toujours pas ce qui s'appelle la liberté de choix, la liberté tout court. Ça, c'est un fait. Donc après l'éducation à l'école, il va y avoir une autre caste qui est extrêmement importante, c'est la caste de la propagande.
Alors la caste de la propagande, il y a les dogmes religieux. Je fais la différence entre la spiritualité qui peut sortir d'une religion et le dogme religieux, parce que c'est complètement différent, ça n'a aucun rapport. Donc les dogmes religieux, les artistes, qui sont là pour maintenir votre bonne humeur, et les intellectuels collabos. Alors quand je parle d'intellectuels, je ne parle pas d'un mec comme Noam Chomsky, je parle d'intellectuels collabos. D'ailleurs en France on en a un qui est extraordinaire, hein, qui est le pitre milliardaire qui s'appelle BHL. Je veux dire, là on a vraiment le pire de ce qui peut se faire dans l'intello collabo. C'est abominable. Abominable. Il est dans tous les coups, il loue ses services même, puisque pendant la guerre des Balkans, par exemple, pendant la guerre des Balkans, donc dans les années 90, je le sais parce que j'ai des amis serbes, beaucoup, donc, pendant la guerre des Balkans, il y avait eu une propagande monumentale contre les Serbes, comme quoi c'était des monstres, et les autres étaient des anges. Donc, là où le média est vraiment fort, justement, je fais une petite parenthèse, c'est que à l'époque, donc les Serbes étaient des monstres, les Croates et les Bosniaques des anges, pauvres victimes. Bon, si on remonte un peu plus loin dans l'espace, dans le temps, pardon, excusez-moi, et qu'on revient à la Deuxième Guerre mondiale, où l'ennemi du monde, de la planète, c'était Hitler, les Serbes n'ont jamais été pris, ce sont les résistants les plus farouches qu'il y ait jamais eu. Par contre, il y avait une division SS croate et bosniaque. Mais, on le sait, les gens ont la mémoire très courte. Dans les années 90, pour des raisons de business, les Serbes devaient être montrés comme les monstres. Donc, l'autre camp s'est payé BHL, moyennant quoi des exploitations de forêt. Vous savez que la famille de BHL est dans le bois, donc le bois rare, et ils sont déjà plein de trucs en Afrique. Dieudonné en parle très bien d'ailleurs. Mais moyennant quoi l'exploitation de certaines forêts dans leur région, l'autre camp, les Croates, les Bosniaques, donc ont chargé BHL de la campagne anti-serbe, et il s'en est donné à cœur joie. Donc non seulement c'est un pitre, mais en plus il marche à l'argent. Donc comme intellectuel, on ne peut pas faire mieux dans les exemples que je vous cite dans les intellos collabos. Donc je disais donc les dogmes monothéistes, les intellos collabos et les artistes. Alors, avant les dogmes monothéistes, c'est un gros morceau, je bois un coup. Ok. Alors le dogme monothéiste, c'est-à-dire la religion sans la spiritualité. Alors, ça a été et c'est le meilleur allié du système exploitant-exploité et du système fermier bêta-humain. Ça a été et c'est le meilleur allié. Je vais prendre pour exemple Jésus. C'est pas rien. Donc, Jésus arrive, il a son message en substance. À l'époque où il arrive, l'élite des hommes, ce sont les gens instruits et qui possèdent du bien matériel, de l'argent. Donc les gens riches et instruits constituent l'élite des hommes. Le reste, c'est le bétail, comme on en a déjà parlé. Jésus arrive et il dit non. À partir de maintenant, l'élite des hommes, ce sont les hommes qui sont capables de compassion et de générosité, et vous pouvez tous y arriver. Là, c'est ce qu'il a dit de pire, parce que vous pouvez tous y arriver, ça veut dire qu'il y a la caste d'en haut n'existe plus. Lui, il arrive avec ce message, c'est un peu, on va dire, un des premiers anarchistes, si j'ose dire. Jésus anarchiste, ça c'est bon comme truc. Enfin voilà, lui, il arrive avec ce message. Ce message dérange tout le monde, parce que là, voilà, un homme de bien, même s'il a du pognon et qu'il est instruit, s'il n'a pas de compassion, qu'il n'est pas généreux, tout ça, c'est une merde. Il peut être dépassé par un pauvre qui a cette compassion et cette générosité. Ça crée un problème dans le système. Ça crée un problème dans le système.
Mais c'est son véritable message. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple en fait. C'est que immédiatement, les élites se sont emparées de ce qu'il a dit. Donc, ils ont tenté d'annuler le truc en faisant crucifier. Bon, ok, ça en a fait un martyr, ok. Et voyant le mouvement se propager, plutôt que de lutter de front, ils l'ont infiltré et ils ont tout transformé en appliquant exactement la hiérarchie pyramidale du système sur la spiritualité que Jésus avait emmenée. Ils ont créé la hiérarchie dans l'Église, c'est-à-dire que Jésus qui disait que chaque homme pouvait s'élever de lui-même, en créant cette hiérarchie pyramidale dans l'Église, pour avoir accès à Dieu, il fallait d'abord passer par le curé, et ensuite par au-dessus, et jusqu'au pape. Donc ils ont exactement appliqué le système pyramidal en vigueur dans le système exploitant-exploité à la spiritualité. Et là, ça a été le meilleur allié du système. Ça a donné aussi un motif aux gens de l'époque pour les conquêtes, pour aller christianiser et amener la bonne parole. Voyons, à d'autres, je veux dire, honnêtement, vous voyez un prince ou un roi de France qui se soucie de ce que pense ou de la façon dont prie un type de l'autre côté du globe. Non, il n'en a rien à foutre. Tout ce qui l'intéresse, c'est que le produit du travail de ce type de l'autre côté du globe lui revienne. Alors le motif de la christianisation, je veux dire, ça a été formidable. D'ailleurs, j'ai un exemple dans le thème que je connais le mieux, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, où je me rappelle d'un truc extraordinaire, où il y a un cardinal qui débarque en Californie. Donc je ne sais plus dans quelles années c'était. Donc en Californie, c'était beaucoup d'Indiens Chumash. Donc il débarque en Californie et il rencontre les Indiens Chumash. Et là, je le cite, il dit « Ces gens avaient une générosité formidable, un sourire permanent, une compassion toute naturelle. » On va se dire « Et alors ?» Et la phrase d'après, c'est « Dommage qu'ils ne connaissent pas Dieu. » Et ils les ont massacrés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'était juste pour la parenthèse de la parole divine apportée de l'autre côté du monde. Donc, je reviens donc au monothéisme et à la façon dont les hommes se sont infiltrés dans la spiritualité pour justement en faire une hiérarchie et calquer ce modèle hiérarchique du système sur la spiritualité. Et d'ailleurs, depuis, l'Église n'a jamais cessé d'être une force politique monumentale. Bon, et après, il n'y a qu'à voir un peu le Vatican et ses richesses pour voir que c'est une honte pour le christianisme. Donc ça n'a absolument rien à voir avec aimez-vous les uns les autres et ayez de la compassion et de la générosité. Donc là, on est bien... On en est bien loin. Bon, au même titre qu'à l'époque de l'Empire ottoman, je vois mal un des dirigeants turcs se soucier de ce que pensait ou priait un type de l'autre côté du globe. Non, lui aussi se souciait, je veux dire, de la rente qu'il pouvait en tirer. C'est tout. Donc l'utilisation du dogme religieux a été un allié extraordinaire pour le système et pour l'expansion de ce système. D'ailleurs, si on prend par exemple la conquête des États-Unis, la colonisation des États-Unis, chaque fois, je donne le même exemple pour montrer le modèle de la société, mais en miniature. Quand un bateau partait pour coloniser un endroit aux États-Unis, comme au Québec ou au Canada ou plus bas, dans le bateau, qu'est-ce qu'il y avait ? Bon, mis à part les quelques représentants du bétail humain, qui est volontaire ou pas, qui venaient d'Europe pour s'installer ailleurs, mis à part le bétail humain, il y avait quoi dedans? Un commerçant, ou un négociant, qui lui était là pour
inculquer notre système pyramidal de la vente, du bénéfice, de la dette, de tout ça, de l'argent, il y avait un curé qui lui était là pour inculquer le système pyramidal sur la spiritualité en enseignant surtout et en inculquant la culpabilité, le devoir et la punition si non-obéissance avec la hiérarchie. Et il y avait des soldats qui étaient simplement là pour assurer la sérénité et la pérennité des deux autres castes, de la caste du commerçant et du prêtre. C'est tout. Donc ce modèle-là, dans le bateau, vous l'élargissez, vous avez notre modèle de société. Aussi, dans la façon dont ces élites ont détourné le message spirituel de Jésus, que j'ai pris un exemple, il y a aussi, comment dire, une notion qui est très dangereuse, parce que ils ont surtout converti les gens par la peur, comme je le disais tout à l'heure, par la peur du diable et pas par amour de Dieu. Donc souvent les gens se convertissaient parce qu'ils étaient obligés. Et ensuite, dû à cette hiérarchisation de la spiritualité, toutes les décisions que les gens prenaient étaient divisées en deux. C'était devenu binaire, bon et mauvais. Mais bon et mauvais en fonction de ce qu'il y avait marqué dans la Bible, c'est-à-dire bon ou mauvais en fonction de ce qu'il y avait décrit dans le livre qu'il avait choisi d'adorer, c'est-à-dire dans le livre de loi qu'il avait choisi d'accepter. Ce qui est dangereux dans ce genre de cas, c'est que l'homme ne prend plus aucune décision de sa propre responsabilité profonde. Il prend chaque décision en fonction de ce que le livre auquel il a décidé d'obéir, lui dit. Donc, où est sa propre responsabilité à lui? Et ça, c'est beaucoup trop de gens. Mis à part les sages ou les illuminés qui ont mentalement et physiquement compris le message des prophètes d'un point de vue spirituel, la majorité des gens obéissent à ces règles comme on obéit à des lois édifiées par un général et non pas par un sage. Donc ils ne remettent jamais en cause leur propre responsabilité, mais choisissent par rapport à un livre, je fais ça ou je fais ça, parce que là c'est bon, là c'est mauvais. Ça, sur des siècles et des siècles, ça fait des dégâts terribles dans le comportement des gens. Ça veut dire que les gens n'agissent plus avec leur propre responsabilité, mais simplement se laissent aller et décident par rapport à ce qu'il y a décrit dans le livre. Ce livre qui, à la base, est écrit à partir d'une certaine spiritualité, mais qui a été complètement détourné pour pouvoir inculquer ce système pyramidal à la spiritualité aussi. Et toujours cette notion de punition et d'obéissance qui n'est absolument pas compatible avec le message spirituel du début. Il ne peut y avoir punition ou obéissance forcée dans le message spirituel du début. Cette notion, ça a été amené par l'élite qui a décidé de détourner ce message pour continuer à être l'élite. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, pour faire une image, la différence de la responsabilité entre ce qu'on appelle la spiritualité, comme je peux voir chez les Lakota Sioux, et le dogme religieux, je pourrais vous dire simplement, imaginez un village qui est construit au pied d'un volcan, il y a une éruption volcanique, le village est à moitié détruit. Donc, bon, dans ce village, le chrétien dira, on a dû trop forniquer, Dieu nous a punis. Dans ce village, le musulman dira, on n'a pas assez prié, Dieu nous a punis. Dans ce village, le juif dira, pourquoi ça nous tombe encore dessus à nous? Et dans ce village, s'il y a un medicine man de chez les Indiens, il dira, mais de toute façon, quel est le con qui avait décidé de construire le village ici?
Voilà la différence entre le dogme religieux et la spiritualité. Et aujourd'hui, avec ce travail qui a duré des siècles et des siècles, malheureusement, la majorité des gens qui se disent appartenir à une religion monothéiste ont surtout attrapé le dogme et pas le message spirituel. Et on arrive à des aberrations, même dans les mots, dans les appellations, où on va dire, par exemple, on va voir dans le journal un prêtre pédophile. Non, il y a une aberration là. Il arrête d'être prêtre à partir du moment où il est pédophile. Ce n'est pas possible, les deux, on est ou l'un ou l'autre. Ou quand on va lire tel attentat organisé par un terroriste, un groupe de terroristes musulmans. Mais il y a un souci là aussi. Il arrête d'être musulman à partir du moment où il est terroriste. On ne peut pas dire non plus ce militaire juif de Tsahal. On arrête d'être juif quand on monte dans un avion de Tsahal. C'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Le problème, c'est qu'avec tout cet usinage mental, on s'est habitué à voir des associations de mots en fait qui ne veulent rien dire du tout. Qui ne veulent rien dire. Tout ça vient de l'usinage et du travail, toujours des fermiers et de l'élite, qui a récupéré la spiritualité qui avait été emmenée par des prophètes pour continuer à rester en place. Ça, c'est l'utilisation du dogme religieux dans notre propagande. Bon, après, dans la pratique quotidienne, le dogme religieux, de la façon dont il est organisé, est là pour inculquer des peurs viscérales dès que vous êtes un petit enfant, des peurs que vous allez garder toute votre vie, et tout le long de votre vie, ce même dogme va se proposer comme seule solution à ces peurs. Voilà, là le fonctionnement, il est tout simple. Et pour les chrétiens, par exemple, il y a un truc qui me fait chaque fois rigoler, c'est que le dogme religieux a réussi à inculquer aux gens une notion qui est abominable et qui fait des dégâts terribles tout au long de la vie de la plupart des gens. C'est cette notion qu'on ne mérite les choses qu'à partir du moment où on a souffert. C'est écrit où dans les lois de la nature qu'il faut obligatoirement en chier pour mériter quelque chose? Ça, c'est encore une connerie de A à Z. Ça ne veut rien dire, ça, je veux dire. Mais à côté de ça, quel meilleur message, quel allié formidable pour le système exploitant-exploité, pour un chef d'entreprise, quel meilleur message que de dire en substance à ses ouvriers: je sais vous en chier, vous travaillez 10 heures par jour, vous n'avez pas un franc, vous allez tous crever d'épuisement, mais après il y a le paradis. Voilà encore une utilisation du dogme religieux sans la spiritualité. Or que le message de départ, c'est simplement que pour s'élever, il faut faire un effort. Il faut essayer d'être bon, de se corriger soi-même, parce que si on nous corrige de force, ça ne marche pas, comme quand on démocratise un pays de force, quelle connerie, ça c'est bon pour les médias, mais là c'est pareil. Donc c'était cette notion d'effort pour atteindre la lumière, mais pas cette notion d'en chier tous les jours en travaillant pour un maître qui allait vous amener au paradis. Or, c'est ce qui a été inculqué depuis des siècles et des siècles dans le cerveau de nous, pauvres bétails, je veux dire. Et ça fait des névroses chez plein de gens, parce que je connais plein de gens qui, quand ils n'ont pas de problème, ils s'en créent pour pouvoir en chier et mériter quelque chose. Ça a fait des dégâts abominables. En fait, ils nous ont bien défoncé la tête depuis des siècles et des siècles. Ça a été très bien fait. C'est très difficile d'en sortir. On se sent très seul. Mais voilà aussi une autre application du dogme religieux. Et donc ce dogme appliqué sur les colonies, comme quand ils rencontraient des tribus animistes ou des tribus d'Indiens. Donc, par exemple, je parle des Indiens d'Amérique parce que c'est ce que je connais le mieux. Et quand je suis avec eux, on en parle souvent. D'ailleurs, à ce titre, eux étant beaucoup plus intelligents que nous, ou ayant morflé depuis moins longtemps que nous, quand je parle avec la famille dans laquelle je suis adopté, une famille de Sioux dans le Dakota du Sud, ils pratiquent leur rite, mais ils vont aussi à l'église. Bon, moi ça m'étonnait. Je me disais, mais je ne comprends pas, avec le
le carnage qu'ont fait les prêtres chez vous, vous allez à l'église. Et eux, dans leur sagesse innée, parce que ça, il faut bien le reconnaître, ils me disent, non mais le message dans le livre, il est bon, c'est les prêtres qui n'avaient rien compris. Ça, c'est formidable. Et donc, ils me disent, ben, Jésus, c'en est un de plus, ce qu'il raconte, c'est très bien. Bon, ils connaissent pas le Coran, mais je suis sûr que s'ils le lisaient, ils se foutraient des agissements de certains idiots qui, au nom de l'islam, font n'importe quoi. Ils s'en foutraient, ils diraient simplement c'est des hommes qui font des erreurs d'hommes. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a écrit là. Donc, pour vous dire, par rapport aux Indiens, à la famille avec laquelle je suis, la réaction par rapport au christianisme et à ce qu'ils ont enduré, donc elle est noble, ils ont très bien compris. Mais pour en revenir à l'animisme, en fait, dans une tribu, dans leur rite, chaque personne a sa façon de prier, prie toute seule, s'adresse au grand tout, au grand mystère, comme ils disent, soi-même, n'ont besoin d'aucune autorité. Donc ne sont pas manipulables ou gérables. Le fait d'inculquer la pyramide, le pyramidal du dogme monothéiste, eh bien ça réunissait toutes ces âmes dans un entonnoir pour aller vers la même personne, c'est-à-dire le prêtre, qui allait tout contrôler et qui allait pouvoir bien gérer la situation. D'ailleurs, le catholicisme, c'est inséré très rapidement et très facilement au sein des Sioux Lakota, parce que dans le catholicisme, c'est simplement une histoire de mots. Il parle de Saint-Esprit, donc il parlait d'esprit, de force mystérieuse. Il y a aussi une trinité. Donc ils ont immédiatement fait le comparatif avec les esprits qu'ils avaient chez eux, tout ça. Et comme dans le catholicisme, il y a beaucoup de rituels, eh bien, ils ont réussi à imbriquer ça, donc, et à l'accepter beaucoup plus facilement. Mais bon, ils en ont mieux compris le message, apparemment, que les prêtres qui avaient emmené le message. Enfin, bon, ça c'était pour les dogmes religieux. Je pensais parler pas longtemps, mais là je vois que ça fait déjà un moment, mais bon, je suis sur ma lancée, donc je vais finir avec toujours cette caste de la propagande. Donc tout à l'heure on a parlé des intellos collabos, donc eux sont là pour venir sur les plateaux télé officiels et vous servir des thèses complètement erronées, mais vous les servir avec aplomb et surtout avec l'autorité qui leur est conférée, c'est-à-dire étant sur une chaîne de médias de masse à la grandeur d'écoute, vous ne pouvez que dire la vérité. C'est ce qui a été mis aussi dans la tête des gens. Donc vous avez toutes sortes d'intellos qui viennent vous vomir des inepties, mais là je crois que BHL, c'est quand même le grand chef. Ouais, il est formidable. Ensuite vous avez les artistes. Alors les artistes, je ne parle pas des artistes subversifs, bon, je ne sais pas trop s'il y en a encore beaucoup maintenant, mais voilà. Toujours pareil, vous avez le modèle de manipulation le plus efficace, et de propagande, c'est le grand journal de Canal+. Là, c'est formidable, parce qu'ils arrivent à cultiver un petit côté décalé qui fait que la plupart des gens qui regardent ça pensent faire partie de la caste qui n'est pas complètement con. À côté de ça, ils vous servent une merde, mais avec des gens comme, comment il s'appelle l'autre Starbé, là, Apathy, toutes ces espèces de débiles qui viennent bien répéter les leçons apprises par cœur pour la manipulation. Vous avez ces artistes qui viennent, ou même des sportifs décérébrés qui viennent vous vomir leur joie de vivre avec des anecdotes bidons. Ils viennent vous vomir ça en pleine gueule, où la condescendance des animateurs télé n'a d'égal que la soumission abominable, la subordination du bétail public qui applaudit chaque fois que le chauffeur de salle lève le panneau. C'est vraiment la meilleure image de la propagande, c'est le grand journal de Canal+. Là, c'est vraiment à vomir.
Mais en fait, tous ces gens viennent vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils sont là pour... en fait, ils sont là pour passer la vaseline. C'est ça. Oui, c'est la seule image que je vois. Oui, c'est ça. La caste de la propagande, c'est ça. C'est la vaseline. Et après, l'autre arrive. Le système arrive. Exactement. Donc, je pense, ouais, j'aurai encore des dizaines d'exemples à vous donner là-dessus. Après, voilà, pour comprendre, comment dire, la violence de ce système aussi, par rapport au fait de garder toujours cette caste de dirigeants au-dessus du bétail. Chaque fois qu'il y a eu des tentatives dans notre histoire de notre système, vous avez par exemple la révolution sociale en Espagne en 1936, où les gens ont commencé à vivre ce qu'on peut appeler l'anarchisme, c'est-à-dire, je voyais des témoignages où les vieux disaient c'était formidable parce que on produisait uniquement ce dont on avait besoin, et pour le voisin, lui produisait ce qu'on avait besoin. Et d'un coup, on commençait à se voir, à se regarder d'homme à homme d'une autre façon, à être interdépendants, mais pas soumis, et on commençait à vivre et à s'émanciper. Et là, on voit des témoignages formidables sur cette période de 1936 en Espagne, qui s'est terminée comment, je vous le donne en mille. Et là, c'est encore un bon exemple de ce système qui veut perdurer qui que ce soit qui reste au pouvoir, mais à cette époque-là, il y a le parti fasciste qui s'est allié avec le parti chrétien, qui s'est allié avec le parti communiste, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas se voir, se sont mis ensemble pour massacrer les gens qui avaient commencé cette expérience de vie, on va dire, anarchisme syndical ou communisme libertaire, je ne sais pas comment ils appellent ça. Du moins, un système où il y avait des valeurs et où il n'y avait plus d'intermédiaires. Et surtout où il n'y avait plus de fermiers. Alors là, c'est le pire qui puisse arriver. Et tout ça, quand je vous disais tout à l'heure que communisme, socialisme, différentes approches dans le management du bétail, vous voyez très bien par exemple comme en Espagne en 1936, où ces différentes approches qui ont l'air complètement opposées se sont alliées pour massacrer les gens qui s'étaient émancipés. Bon. Et si vous voulez plus de preuves, vous en avez tout au long de l'histoire. Vous avez la Grèce après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, tout ce genre de trucs, ça vous pouvez vous rencarder. Mais donc vraiment, voilà, en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, on est passé à l'étape supérieure. On n'est plus dans le capitalisme d'État du début, car aujourd'hui, les États sont descendus d'un étage et c'est des gens qui sont encore au-dessus qui tiennent les États. Donc la pyramide a encore monté. Encore monté. Et d'où ce déchaînement de manipulation sur le bétail humain qui fait que, voilà, aujourd'hui on arrive à des inepties et on arrive vraiment à des trucs qui sont terrifiants à voir, puisque dans le stade de la manipulation ou de la fabrication du consentement, comme dit Noam Chomsky, on en est au dernier stade, c'est le stade où on fait en sorte que le bétail trouve que c'est cool d'être bête. Et là alors, malheureusement, je ne sais pas ce qui va pouvoir se passer pour qu'il y ait un changement, mais le seul espoir, c'est que, comme je le disais dans l'ancienne vidéo, au contraire de ce qu'on nous a inculqué depuis petit, tous ces systèmes d'exploitation humaine ne sont pas tombés du ciel, ne sont pas des règles divines, ne sont pas des règles de la nature. Ils ne sont pas naturels, parce que l'exploitation de l'homme par l'homme n'est pas naturelle. Ce sont des conneries qu'on nous a inculquées depuis petit. Ça a été fabriqué par l'homme, donc ça peut être détruit par l'homme, et quelque chose d'autre peut être fabriqué. Ça va être dur, comme dirait l'autre, il va falloir y laisser 2-3 gouttes, mais le seul truc positif qu'on puisse se dire, c'est que voilà, ce n'est pas quelque chose de naturel que quelques milliers de personnes vivent de l'esclavage
de millions d'autres. La triste réalité aujourd'hui, c'est que le train de vie de nos élites et des dirigeants et de la classe dirigeante a été assuré depuis l'aube des temps par le sang, la sueur et les larmes de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos parents, de nous-mêmes, et qui continuera avec nos enfants si le système ne s'enraye pas ou si les gens ne prennent pas conscience et ne l'enrayent pas. C'est la triste vérité. Je veux dire, simplement les appellations ont changé, et comme je vous le disais, le principal changement, c'est simplement que, en donnant l'illusion de liberté et de mouvement aux gens, ils se sont rendus compte qu'on pouvait pédaler de plus en plus vite et continuer à produire à tout va, sans se poser de questions et en pensant que nos maîtres nous défendaient de tous les dangers, contre toutes les peurs et tout ça. Bon, après, voilà, on va pas commencer à parler du style de propagande avec les peurs ou comment dire, les conflits verticaux ou horizontaux. Vous savez ça, bon, ça c'est très simple, je finirai avec ça. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Quand le bétail commence à grogner envers les dirigeants qui commencent à se dire tiens, on est possédé, ils nous prennent pour des cons, ils nous pressent comme des citrons. Quand le conflit vertical commence à gronder, la classe dirigeante des fermiers crée immédiatement des conflits horizontaux, interethniques, interconfessions. Ça va jusqu'aux trucs qui peuvent paraître des choses, des détails, mais par exemple fumeur, non-fumeur, ça peut faire sourire, mais ça divise encore. On ne donne pas le choix aux établissements, par exemple, d'être établissement fumeur ou non-fumeur. On édifie des lois, on traite le bétail comme un enfant irresponsable, ça fait partie du truc aussi. Mais simplement fumeur, non-fumeur est une division. Est une division au même titre que... Voilà. Et en plus, ils inculquent vraiment le binaire, c'est-à-dire soit on est fumeur, soit on est non-fumeur, soit on est homosexuel, soit on est homophobe, soit on est musulman, soit on est islamophobe, soit on est juif, soit on est antisémite. Il y a vraiment le truc, c'est vraiment... Et voilà, en alimentant ces conflits horizontaux, il n'y a pas de souci. Après, ils n'auront qu'à désigner un ennemi commun pour que les gens sautent dessus, commettent des horreurs, et en commettant ces horreurs, chantent même à la gloire du fermier. C'est un peu, comme on pourrait dire, ce qu'on appelle le patriotisme, c'est-à-dire, on pourrait dire que c'est le syndrome de Stockholm inculqué par le fermier au bétail. Vous voyez. Donc quand le conflit vertical grogne, immédiatement, des conflits horizontaux sont mis en branle. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça va être intéressant de voir la suite. Ça risque de... il risque d'y avoir du bruit quand même. Ouais. Enfin, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui se rendent compte que, voilà, pour conclure, ce système exploité dans lequel on est, sous toutes ses formes, avec toutes les formes qu'il a pris durant les âges, ce système fermier bétail humain, n'est pas un truc naturel dicté par les lois de la nature. Ça, c'est de la merde. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête depuis petit, c'est n'importe quoi. Il n'est écrit nulle part que moi, toi, lui, l'autre doivent travailler pour qu'un autre jouisse de ce travail et ne foute rien et soit tranquille. Ce n'est écrit nulle part. Ça sera la conclusion. Bon, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. J'aime pas regarder des notes en même temps, donc je le fais pas. J'espère que j'ai tenu une bonne trame et colonne vertébrale et que j'étais assez clair. En tout cas, voilà, j'avais juste envie de partager ça. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, c'est simplement une constatation, une réflexion, une opinion. Ça n'engage que moi-même. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vision si jamais vous réussissez à le regarder en entier. Sans vous emmerder, et à bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que je vais continuer dans la veine et en même temps je pensais faire un truc aussi
puisque ça me fait plaisir de le faire. Je fais beaucoup de conférences sur l'histoire des Indiens d'Amérique, sur l'état des réserves aujourd'hui, sur toute la colonisation, surtout de l'histoire des Français avec les tribus indiennes, puisque c'est ma spécialité. Donc je fais beaucoup de conférences là-dessus. Je me suis dit que peut-être j'allais faire des vidéos en plusieurs parties, ou j'allais faire comme dans la conférence, et tout raconter. Ça peut intéresser peut-être des gens. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de le faire, et si ça peut simplement intéresser deux trois personnes, eh bien, que mon expérience serve, au moins que mon expérience au sein des tribus amérindiennes serve et puisse justement apporter des informations à des gens. Donc je continuerai là-dessus aussi, dans les prochaines vidéos. Bon, allez, c'est bon. Ciao, à bientôt.